quand il y a des VSS au sein des médias, comment est-ce qu'on y travaille? Ce qui m'a frappé, moi, en préparant la table ronde, c'était qu'on s'est rendu compte qu'au sein des rédactions et même au sein des entreprises médiatiques, quand les choses ont bougé, c'est souvent que les salariés ont bougé ou qu'il y a eu un peu un pavé dans la mare. Alors, Renaud Dalmar, justement, m'expliquait que lui, ce qui s'était passé à Radio France, il y a eu 2 déclencheurs très forts pour lui. Le premier déclencheur, c'était en 2019. Il y a eu un article dans Télérama rédigé par Élise Rack qui a interviewé de façon anonyme un certain nombre de jeunes, des jeunes femmes, qui allaient dans les radios locales et qui étaient accueillies avec des réflexions quotidiennes, sexistes, une ambiance sexualisée, et qu'elles avaient vraiment du mal, cette jeune génération avait du mal à s'intégrer dans ce schéma un peu de garde. Et elles ont témoigné anonymement dans ce Télérama. Du coup, lui-même était aussi interviewé dans cet article de Télérama. Et quand elles ont vu qu'il y avait un référent en interne, elles l'ont tous appelé. Donc là, il n'y avait plus d'anonymat pour lui. Lui était au courant de qui avait dit quoi. Et quand il s'en est ouvert à la présidence, en fait, il y a eu quelque chose, une organisation qui a été faite. Alors l'organisation, c'était toute une structure pour recevoir les alertes, et puis une formation, une conférence théâtralisée qui a été délivrée à 3200 salariés sur 4000 salariés, et dans les stations locales, où ils ne sont pas toujours très bien accueillis non plus. Puis il y a eu un deuxième déclencheur, mars 2021, avec un documentaire de Marie Portolano, qui s'intitule « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », et où il y avait un certain nombre d'interviews, à peu près une vingtaine d'interviews de femmes journalistes, qui avaient expliqué comment elles vivaient difficilement leur vie professionnelle au sein de TF1, Canal+, RMC, le journal L'Équipe, aussi au sein de France Télévisions. Et à partir de là, Sophie Latraverse a été désignée, c'est l'ancienne avocate de la HALD, pour faire une enquête à Radio France. Il y a eu 11 procédures disciplinaires, il y a eu des blâmes, des mises à pied et un licenciement. Voilà, ça c'était ce que lui aurait pu nous dire sur les déclencheurs. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de vous entendre. Alors, je vais peut-être donner la parole aux échos, puisque vous êtes du groupe Les Échos, Camille, pour savoir un petit peu quel a été le déclencheur chez vous. À quel moment est-ce que les salariés ont bougé ? Alors nous, côté éco, ça a été en 2013. Il y a eu la grève des signatures des journalistes femmes de la rédaction des Échos en raison de la sous-représentation de leur genre au poste de rédaction en chef. Suite à cela, en 2013, on a eu pour la première fois 2 femmes qui ont été nommées rédactrices en chef. Donc ça a été une des premières conséquences de cette grève. Les autres actions qui ont été mises en place, on s'est fait accompagner par un cabinet. Et dans ce cadre-là, il y a eu un plan d'action qui a été élaboré avec le cabinet, et ce cabinet recommandait la création d'un poste de responsable des ressources humaines au sein de la rédaction des Échos, puisqu'on avait un poste de DRH, mais pour tout le groupe, et les ressources humaines n'étaient pas très présentes au sein de la rédaction, et donc ça a donné lieu... Il y avait beaucoup de cooptation de journalistes à journalistes, hommes à hommes d'ailleurs souvent. On n'était pas très présente au moment des embauches ni des mobilités, donc ce poste a été créé en 2013. Et une autre chose qu'on a fait, c'est des sessions de sensibilisation sur la parité au sein des rédactions pour les embauches et les promotions. Donc voilà un peu ce que ça a donné, ce premier élément déclencheur. Ok, merci. Et à France Télévisions ? Alors à France Télévisions, je pense à 3 faits déclencheurs. Le premier, c'est 2007, sous l'impulsion du président de l'époque, qui était Patrice de Carolis, qui fait un audit de nos politiques sociales et qui va donner lieu au premier accord groupe sur la parité femmes-hommes au sein de France Télévisions, parce qu'on se rend compte à l'époque qu'il faudrait recruter durant 5 ans sur tous les postes vacants uniquement des femmes pour atteindre la parité professionnelle à France Télévisions. C'est ce qui a été fait ? Alors, non. Non, on en est néanmoins désormais à 46,2% de femmes. Vous n'ignorez pas qu'il y a des métiers pour lesquels c'est un peu plus compliqué, des métiers où les femmes sont sous-représentées, il y a des métiers genrés, notamment du côté de la fabrique, des technologies. Donc on a des politiques très volontaristes
pour combattre tout ça. Et actuellement, dans notre politique de recrutement, nous en sommes à 50,5% de femmes qui sont recrutées. C'est la part des femmes dans le recrutement. Et en fin de compte, dans le deuxième élément déclencheur, je porte le t-shirt de celles qui ont créé le réseau interne de France Télévisions, des images et des ailes, qui est né en 2013. Et en 2015... des ailes, deux L, E, S. deux L, E, S. Et en 2015, elles ont l'idée de faire dans le hall une grande opération de libération de la parole. La ministre de l'époque, c'est Laurence Rossignol. La campagne, c'est sexisme, c'est pas mon genre. Et une opération de libération de la parole avec une opération post-it pendant 2 jours dans le hall où toutes les femmes de l'entreprise, pas uniquement les femmes journalistes de cette entreprise, postent toutes les réflexions qu'elles ont pu entendre. Alors j'ai 40 pages de ces post-it. Peut-être vous en lire quelques-unes. Voilà, alors, eh bien, cette caméra est beaucoup trop lourde pour une femme. Alors, tous les propos que je vais citer, évidemment, les femmes qui les ont entendus, il y a toujours un effet de sidération. Et l'exercice qui était demandé à ces femmes, c'était vous nous mettez le post-it qui vous a choqué, ce dont vous avez été témoin ou victime, et surtout la réponse que vous auriez aimé faire. Donc, cette femme journaliste a répondu elle restera toujours plus légère que tes préjugés. Autre perle, tiens, aujourd'hui, c'est la journée de la morue. Sidération. Et la réponse qu'elle aurait aimé faire, cette collègue, c'est et demain, je crois que c'est celle du maquereau. J'en donne encore 2 autres. Tu passeras dans mon bureau, enfin, pas en dessous. Non, parce qu'en dessous, c'est l'emplacement de ta poubelle. La petite dernière, mais il y en a 40 pages. Les hommes proposent et les femmes ménopausent. Oui, et les hommes andropausent. Voilà. Élégant. Hein. Voilà. Donc, ceci a rejoint également, de toute manière, un mouvement qui était sur les antennes. Donc, on peut dire que toutes les femmes de France Télévisions ont participé. Il y avait également un mouvement sur les antennes, c'est-à-dire la part des femmes expertes sur les plateaux. À l'époque, l'objectif, c'était d'atteindre 30% de femmes expertes. En 2023, on est à 52%. On est assez content. Et puis, bien évidemment, en 2015, Delphine Ernotte nous rejoint et devient notre présidente. Et là, du coup, aussi, c'est un coup d'accélérateur sur toutes nos politiques. Et en 2021, on a signé notre 4e accord égalité professionnelle, qui est exemplaire et dont je pourrais vous parler plus tard. Voilà. Merci. On va rester un petit peu justement sur la politique égalitaire, parce que ça fait partie justement du sexisme. Hein, c'est le début du combat. Aux Échos, 10 ans après donc, cette manifestation de ces femmes journalistes, vous affichez un taux de 41 femmes au poste de rédactrice en chef, 41% de femmes, et 35% au poste de chef d'édition. Du coup, on n'est pas vraiment encore à la parité au bout de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les freins? Qu'est-ce qui empêche d'arriver à la parité? Combien d'années il faut? Alors, juste pour corriger les chiffres, c'était un peu compliqué le tableau que je vous avais envoyé, mais c'est 52% dans la catégorie directeur de la rédaction et rédaction en chef. On regroupe cette catégorie. Donc, quand on fait le quotidien, les échos et les suppléments, on a 52%. Et c'est la catégorie chef de service, où là, on est à 44%. Donc on n'est pas tout à fait à la parité. Donc je ne dirais pas qu'il y a un frein en soi, c'est juste que ça fait tout juste 10 ans qu'on a nommé les 2 premières rédactrices en chef. Donc dans une rédaction comme les Échos, il y a très peu de turnover. Enfin, les gens, quand ils y rentrent, ils y restent 30 ans. Ils partent à la retraite, il est 70 ans, 75 ans. Donc voilà, on fait avec les possibilités de mobilité qu'on a. Et les mobilités, elles se créent quand il y a des gens qui partent à la retraite ou quand on a la possibilité de créer un nouveau poste. Et là, il y a des enchaînements en chaîne de mobilité et on peut faire bouger les gens. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Donc pour moi, il y a 2 freins. C'est les possibilités de mobilité qui sont assez réduites et aussi l'enveloppe budgétaire qu'on est en capacité d'accorder à des créations de postes pour pouvoir redonner une chaîne de mobilité et que les gens puissent bouger. Ok, merci. Vous
voulez ajouter quelque chose ? Nous, dans notre accord, on a fixé des objectifs chiffrés. Par exemple, la part des femmes dans le management journalistique, on l'a fixé à 38%. Voilà. Donc on était... Seulement ? Pourquoi pas 50 ? Parce que c'est un accord qu'on a signé en 2021 et que le chiffre de 2019 était 33%. Nous avons d'ores et déjà atteint l'objectif. Donc on est là aussi assez content. Et puis on poursuit les efforts. On rencontre bien sûr les mêmes difficultés. Mais on fixe des objectifs chiffrés. Merci. On va passer maintenant aux violences sexistes et sexuelles, parce que c'est vraiment ça le centre de ce colloque. Quand j'ai eu Renaud Dalmar, il m'a dit qu'il y avait un certain nombre de freins justement à lever ces violences sexistes et sexuelles au sein des rédactions et au sein plus largement des entreprises médiatiques. En tout cas, à Radio France, lui, ce qu'il a identifié, c'est 3 freins différents. Faire témoigner les salariés victimes, notamment les plus précaires, celles qui sont pigistes ou en CDD. Avoir l'espoir que les situations aboutissent, parce que quand on voit qu'il y a des non-lieux, on n'a pas forcément envie d'y aller. C'est encore très aléatoire dans beaucoup de rédactions. Et puis, il parle aussi de transformation culturelle en disant qu'il y a un énorme clivage entre les jeunes générations et les anciennes générations, et qu'il y a aussi une difficulté de mesurer que les violences sexistes et sexuelles génèrent des traumatismes, du mal-être au travail et des problèmes de santé. Est-ce que vous retrouvez ces 3 problématiques-là aussi en interne et comment est-ce que vous cherchez à les lever ? Tout à fait, mais le sexisme ne faiblit pas, malheureusement, malgré tous nos efforts, et y compris chez les jeunes. C'est peut-être ce témoignage-là que j'ai envie de porter. C'est-à-dire que nous avons une politique extrêmement volontariste de sensibilisation, de formation des RH, de l'aide managériale, de l'ensemble des collaborateurs. Une politique également de visibilité des hommes modèles et des femmes modèles. Néanmoins, nous avons participé pour la première fois à France Télévisions au baromètre Stop le sexisme avec la FMD et nous avons été quand même un peu ahuris par les résultats que nous avons trouvés. Et les irritants demeurent autour de la carrière des femmes, autour de la maternité, autour du temps partiel, autour de la capacité à manager un service, une équipe ou une entreprise. Les hommes aussi rencontrent les mêmes difficultés liées à des stéréotypes sexistes et genrés. Et de fait, on se rend compte que le travail de sensibilisation et de formation de tout le monde reste immense. Vous parlez des hommes, vous dites qu'eux aussi rencontrent les mêmes soucis ? Absolument. J'ai là aussi des beaux verbatims. On ne peut pas lui confier ce job, il est trop sensible. Depuis qu'il est devenu papa, on ne peut plus miser sur lui. Ah, oublie, le mercredi, il n'est jamais là, il est à temps partiel, etc. etc. Ou, j'ai pire, on ne va pas lui confier ce poste-là parce que c'est une femmelette. Donc là, on note qu'un homme est ramené à un statut de sous-femme et de femmelette. Donc voilà. Et ce qui est quand même très inquiétant, même si tout le monde est de plus en plus conscient du sexisme ordinaire dans tous les milieux et en entreprise, même si tout le monde le combat de plus en plus, même si tout le monde fait attention à ne pas le véhiculer, même si les témoins et les victimes réagissent désormais, néanmoins, il ne faiblit pas, il est bien là, et notamment aussi dans les jeunes générations. Vous avez le même constat également, Madame Alors nous, Pinoguet, côté les Échos, depuis que les référents harcèlement sexuel et prévention des comportements sexistes ont été créés en 2019, on a eu un seul cas signalé par ce biais-là. Donc on se dit que ça fonctionne, puisqu'il y a eu quand même un cas de quelqu'un qui s'est signalé et ça a donné lieu à une enquête et la personne mise en cause est partie, enfin on l'a fait partir. Donc ça fonctionne, mais on se dit peut-être un cas, peut-être qu'il y en aurait eu plus et on ne s'explique pas pourquoi on a été saisi qu'une fois. Enfin, pour l'instant, voilà, on a été saisi une seule fois. Donc pourtant, c'est pas faute de communiquer régulièrement sur l'existence des 3. On a 3 référents, un côté direction et 2 côté CSE. Donc on a des référents, on communique régulièrement dessus.
mais pour l'instant, n'a été saisi qu'une seule fois. Donc il y a peut-être encore des gens qui n'osent pas parler. On a vu que donc, le premier frein dont me parlait Renaud Dalmar, c'était la peur de témoigner, la peur des représailles. Donc ils avaient mis en place à Radio France la possibilité de témoigner anonymement, de façon à libérer la parole. Et ça a libéré la parole, puisqu'ils ont eu 50 témoignages. Vous n'avez pas forcément fait ça. Eux, ils sont obligés de revenir en arrière, parce qu'au moment où il y a les prud'hommes, il faut des témoignages écrits, il faut des personnes qui se nomment. Et du coup, on s'est retrouvé dans certaines rédactions, et je crois que c'est le cas aussi à France Télévisions, avec des licenciements qui ont été jugés sans cause réelle et sérieuse, alors que vous aviez eu beaucoup de témoignages, mais vous n'avez pas pu les sortir au moment du jugement. Je crois que ça vous est arrivé aussi. Alors nous également, on a plusieurs dispositifs, et évidemment en 2019, on a mis en place une ligne directe harcèlement sur laquelle on est en train de réfléchir, qui a été un dispositif assez efficace. Néanmoins, nous avions plusieurs portes d'entrée, c'est-à-dire qu'on a pensé à l'époque qu'il fallait laisser le choix aux victimes de choisir le canal avec lequel elles se sentaient plus à l'aise. Alors ça pouvait être un représentant de proximité, ça pouvait être la RH, ça pouvait être le médecin du travail, ça pouvait être les psychologues, ça pouvait être l'équipe de qualité de vie au travail, ça pouvait être aussi une plateforme que nous avons à l'Audiscrime, et puis la ligne directe harcèlement. Or, on s'aperçoit que du coup, d'une part, on a un petit peu de mal à bien tracer, que du coup, il nous faut aussi une unicité de traitement, quel que soit ce qui remonte par les canaux. Et donc, on est en train de revoir notre système et notre dispositif de ligne directe harcèlement avec un canal unique, du coup, un process unique, un traitement unique, et qui va regrouper à la fois les plaintes pour harcèlement moral, sexiste, sexuel. Parce que bien évidemment aussi, il faut penser aux victimes et au retour des victimes au travail, dans le collectif de travail, et c'est ça qui est important. Justement, la question que je me posais, c'est quand une personne a dénoncé, souvent on voit que dans plus de 60% des cas, c'est les managers qui sont dénoncés pour harcèlement. Donc comment est-ce qu'on fait pour retrouver sa place dans un groupe de travail alors qu'on vient de dénoncer son supérieur hiérarchique? Est-ce que vous avez mis en place une méthode, mis en place quelque chose pour soutenir les victimes dans ce cas-là, de façon à ce qu'elles ne se découragent pas et qu'elles ne partent pas? Alors on a une nouvelle DRH qui vient d'arriver, Isabelle Karoff, directrice des ressources humaines et de l'organisation, et c'est un de ses combats et un de ses chantiers immédiats. Donc ça va se lancer là bientôt. Et pour vous? Nous, on n'a eu qu'un seul cas, donc on n'a pas beaucoup de recul sur ça, mais ce qu'on a fait effectivement, c'est qu'on a permis à la personne tout de suite de se mettre en télétravail, et on a fait on a suspendu à titre conservatoire, une mise à pied à titre conservatoire de la personne pour éloigner les deux personnes, qu'il n'y ait pas possibilité qu'elles se retrouvent en même temps sur le même lieu de travail. Donc ça, on essaie de le faire dès qu'on peut le faire, on le fait immédiatement. Avec le télétravail, c'est quand même plus facile. Après, la personne se retrouve chez elle et c'est peut-être pas ce qu'elle attend non plus. Elle attend peut-être qu'on éloigne le harceleur ou le mis en cause. Et on essaie de le faire par la remise d'une mise à pied à titre conservatoire qui permet d'écarter cette personne. Le temps de faire une enquête. Vous avez l'impression que ces politiques, elles sont efficaces pour les personnes qui sont harcelées ou agressées sexuellement ou même violées? Alors moi, ce que je sais, c'est que j'ai quand même quelques chiffres, et que les chiffres sont néanmoins en diminution. Il y a moins de signalements. Donc ça veut dire que j'imagine aussi que des agresseurs potentiels se tiennent. Et puis j'ai les chiffres également des collaborateurs qui ont suivi des formations. On a des formations qui sont obligatoires, qui sont d'ailleurs pour certaines dans la part variable des managers. Donc s'ils ne suivent pas la formation, ils n'ont pas leur part variable dans l'intégralité en tous les cas. Donc nous, on a quand même plusieurs milliers de salariés qui ont été formés sur le harcèlement, sur les violences, et l'ensemble de la ligne managériale a été formé. Néanmoins, on se rend compte que c'est un exercice qu'il faut sans arrêt répéter.
Parce que vous m'aviez dit que vous avez fait un espèce de baromètre du ressenti et que Oui. le ressenti n'est pas bon malgré tout, alors que vous avez des bons chiffres sur tout le reste. Mais oui, tout à fait. C'est le baromètre dont je parlais tout à l'heure qu'on a fait avec l'Association française des managers de la diversité. Les irritants restent la carrière, les femmes, 67% des collègues à France Télévisions se font couper la parole en réunion ou sont totalement invisibles. Hein. Il y a 3 femmes dans la réunion et 5 hommes. La réunion démarre par on y va les gars. Voilà, des anecdotes comme ça, où, au fait, Yannick, tu prends les notes? Toi qui prends les notes? Bah non, etc., etc. Et les irritants, c'est la maternité. Ah bon, t'es enceinte? Mais moi, je croyais que t'aimais ton boulot. Tout ça, ce sont des verbatims que nous avons recueillis dans notre baromètre. Donc oui, il reste du travail. Ok, merci. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe avec la salle? Moi, je dirais qu'il y a quand même un progrès si on travaille en collaboration avec les élus, parce que les élus peuvent nous faire remonter des points, voilà, et qu'on va essayer de traiter, notamment, par exemple, il n'y a pas que la question de la promotion, il y a aussi la question du rattrapage salarial, et c'est des choses qu'on peut traiter au niveau de la RH, donc on prend le temps de les regarder avec les élus, et on a pu faire un rattrapage salarial sur les femmes de plus de 50 ans, puisqu'on s'est rendu compte qu'elles n'ont peut-être pas bénéficié de toutes les actions mises en place les 10 dernières années. Elles étaient là bien avant. On s'est rendu compte que certaines femmes de plus de 50 ans, on pouvait constater un écart de rémunération, on ne le justifiait pas, et dans ce cas-là, on a fait un rattrapage salarial. Donc c'est un travail vraiment en continu. Il faut regarder les promotions et les écarts de salaire, et souvent les élus peuvent nous faire remonter des cas particuliers. Peut-être avant de laisser la parole à la salle, je voulais vous signaler qu'il y a eu des initiatives assez exemplaires qui ont eu lieu dans les différentes rédactions grâce à des associations comme Femmes journalistes dans le sport et comme pour des femmes dans les médias qui ont fait signer à une centaine de médias une charte d'engagement contre les violences sexistes et sexuelles. Je crois qu'il y a une personne qui est présente. Ah, vous êtes signataire, oui, vous aussi? Oui, c'était le 13 juin dernier. Ok, très bien. Absolument, France Je crois Télévisions qu'il y a une personne signataire. qui est là et qui voudrait peut-être témoigner. Peut-être lui apporter un micro. Attendez, voilà, il y a les micros ici. Tiens, merci beaucoup. Bonjour, merci. Françoise Marchetti, donc je suis secrétaire générale et trésorière de PFDM. Je salue 50-50 qui fait aussi un super boulot. Et je voulais surtout dire, effectivement, on a fait signer une charte contre les attitudes sexistes au travail avec 80 signataires. Donc tous les médias ont signé au ministère de la Culture et se sont engagés pour dire maintenant ça suffit, on ne peut plus faire comme si ça n'existait plus. Et en signant cette charte, c'était les mots qu'ils ont employés, en signant cette charte, on s'engage à distiller une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'avoir de rapport avec les femmes et avec les hommes, parce que les hommes aussi peuvent être victimes d'une forme de sexisme, on le voit. Tout ça, c'est grâce à Bitou, en fait. Quand on a lancé l'association, PF avec Françoise Laborde, Catherine Nel, il y a plusieurs femmes qui étaient des grandes journalistes qui ont dit il n'y a pas d'association de femmes, c'était il y a 10 ans. Et depuis, il y en a beaucoup, et chacune est en train de prendre une place importante, et tant mieux. On a créé cette association en disant, mais en fait, il se passe des choses dans les rédactions, on vit avec, on grandit avec, on met en place des méthodes de contournement, et en fait, on ne peut pas laisser ça aux jeunes, c'est pas possible. Donc ça a été créé comme ça, et cette charte a été faite comme ça. Et moi, je suis très contente de voir le travail que vous faites, parce que nous, notre boulot, c'est pas de faire le suivi après-vente, mais c'est d'essayer de construire ensemble, en tout cas, c'est notre positionnement, c'est d'essayer de construire ensemble. Alors, on a travaillé sur la parité, là, on va sortir un énorme baromètre sur la diversité, et on travaille avec plein de partenaires. France Télévisions est toujours présent, merci aussi. Audience, le CNC, l'ARCOM, tout le monde nous soutient et on sent qu'il y a vraiment une volonté politique pour changer. Et plus personnellement, je voulais dire aussi que je crois beaucoup au changement des mentalités si on arrive à changer le congé maternité et paternité, parce que c'est vraiment le point bloquant. Les jeunes femmes sortent très capées des études, elles sont brillantes quand elles arrivent sur le marché du travail, elles se font brancher, emmerder, on peut le dire, dès qu'elles tombent enceintes, et elles ne rattrapent jamais ce retard.
Et à la fin, en plus, elles touchent moins de retraite que leurs conjoints, alors qu'en fait, elles ont bossé à la maison et elles ont bossé au travail. Donc je pense que s'il y avait un partage plus équitable de ce congé maternité-paternité, on aurait moins de stigmatisation pour les jeunes femmes. Voilà, en tout cas, bravo MeToo, c'est un travail formidable et courageux parce que c'est jamais facile de parler des victimes. Merci. Je crois qu'Yannick veut ajouter quelque chose. Oui, en quelques secondes, je ne vous ai pas parlé de notre 4e accord. Il y a 4 mesures phares et ça rejoint tout ce qui vient d'être dit. C'est que cet accord, il est également pour les hommes. Et donc, nous avons, en 2021, le législateur a fixé le congé paternité à 21 jours. Ben, nous, à France Télévisions, on l'a mis à 50 jours. Et effectivement, il faut une parité parentale, il faut une parité domestique. Donc c'était une des mesures phares de notre accord, avec bien sûr aussi une mesure de rattrapage salarial. On a fait 900 mesures, 2,6 millions, un chapitre entier dédié aux violences conjugales avec 0 tolérance, et puis la mise en place aussi d'un observatoire des rémunérations et des carrières entre les hommes et les femmes, un observatoire sur 3 ans. Vous avez des questions ? Oui, bonjour. Gilda Bernard, moi j'aurais souhaité intervenir. Bon, Renaud Dalmar n'est pas là concernant Radio France. Moi, mon témoignage, il est plus sur un sujet de pédocriminalité en tant que victime. Alors, je dirais pas ancienne victime, hein, parce qu'on l'est jamais, on l'est plutôt à vie. Et j'entends beaucoup parler de prévention, de choses comme ça. Je pense que le plus gros effort et le plus gros accélérateur qu'on puisse avoir dans ces situations en fait, de violence sexuelle, c'est surtout de savoir mettre en lumière les victimes, puisque en fait, pour ceux qui ont la force, en tous les cas, d'aller au combat, dans la bataille, c'est là en fait que la bascule peut s'effectuer. Et notamment quand j'entends le témoignage, je vais dire, de Camille Pinot-Gay tout à l'heure sur le fait de positionner une victime en fait en télétravail, ça me révolte parce que moi-même, en ayant fait partie des chœurs d'enfants en fait de l'Opéra de Nantes, le jour où j'ai été, du coup, on a déposé plainte suite à des agissements du chef de chœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en pleine rampe de lancement, je devais être soliste, je devais intervenir dans une pièce qui avait lieu à l'Opéra de Nantes. Donc pour moi, c'était le tremplin. Sauf que du coup, je me suis retrouvé mis à l'écart par le directeur du théâtre, de l'Opéra, pour cette pièce. Et du coup, la suite, j'ai arrêté le chant, hein, tout simplement. Hein. Donc, et ça doit pas arriver. Parce que quand on fait ça, en fait, du coup, la victime, c'est le coupable. Et là, ça peut pas. Il y a une autre personne qui voulait réagir dans la salle, je crois, madame, devant. Bonjour, je suis Florence Sandis, présidente du Média Club Elle, autre association qui œuvre depuis 2017 avec beaucoup de membres de la profession pour plus d'égalité femmes-hommes. Et je suis d'accord, on a beaucoup de témoignages aussi de personnes qui ont complètement changé de métier suite à du sexisme. Donc on œuvre pour que les jeunes générations ne vivent pas ça. Et on fait beaucoup de mentoring aussi. Moi, je crois beaucoup aussi à œuvrer auprès des jeunes parce que même si elles sont assez véhémentes et on a l'impression qu'elles sont hyper prêtes à aborder tout ça, elles ont encore besoin aussi de notre soutien. Et je crois beaucoup à la sororité et que nous, toutes et tous, les associations, toutes là, qu'on œuvre ensemble parce qu'il y a vraiment à faire. Voilà, merci pour vos témoignages. Bravo pour ce que vous faites aux Échos, à France Télé et à MeToo Média. Merci d'être là. Il y a 2 personnes là dans la salle. Ah, plus que ça. Vous leur passez les micros peut-être. Et là, il y en a là. Oui, bonjour. Moi, je suis Caroline Rogard. Je suis la directrice de la communication d'audience et je voulais compléter en disant qu'il y avait une cellule d'écoute qui avait été mise en place par les partenaires sociaux et qui est financée par le ministère de la Culture pour tous les professionnels de la culture et des médias, donc une cellule d'écoute psychologique et juridique où il y a aussi un accompagnement financier pour les plaintes, donc ça peut être complémentaire de votre action chez MeToo Média. Et donc le numéro, c'est le 87 20 30 90. Et pour le coup, nous, on constate une forte hausse des appels depuis ce premier trimestre. Et vraiment, c'est des psychologues qui sont formés au métier de la culture et des médias et qui commencent vraiment à avoir une grande expérience
Elle est financée à hauteur de 250 000 € par le ministère de la Culture. Donc vraiment, n'hésitez pas à relayer cette cellule. Et je sais que MeToo Média le fait. Parce que vraiment, c'est une cellule qui est très active et qui peut aider beaucoup d'entre vous. Et on constate, on a quand même quelques petites statistiques et on a donc 12% d'hommes qui appellent. Donc c'est une cellule pour les femmes et pour les hommes. Voilà. Merci beaucoup de rappeler. Effectivement, Le Audience numéro fait partie de nos partenaires et nous renvoyons vers votre numéro depuis Oui, donc notre site internet. Pour nous, c'est important qu'il puisse y avoir toujours quelqu'un au bout du fil. 01 87 20 30 90. Merci, je ne le connaissais pas par cœur. D'autres interventions peut-être, madame? Oui, bonjour, Christine Launois de l'Union nationale des familles de féminicides. Donc on accompagne les familles ayant vécu un féminicide. J'ai une question concernant les auteurs présumés. Tout ce que vous dites, et je vous remercie, je note une évolution favorable dans les RH de tout ce qui est conscientisation des victimes, des différents types de victimes. Camille, vous parliez tout à l'heure d'un cas. Vous aviez dit la victime, on l'a mis en télétravail et l'auteur présumé, on s'en est occupé, visiblement, on l'a exfiltré. À partir du moment où il y a des VSS qui ne sont pas encore caractérisés comme un crime, où il n'y a pas de dépôt de plainte, que fait-on pour les auteurs présumés qui vont être exfiltrés de l'entreprise, licenciement ou autre, accord, pour qu'ils ne recommencent pas ailleurs, en fait? Alors nous, en tant qu'employeur, on est pas lié par le pénal, c'est-à-dire que nous, on peut prononcer un licenciement, même si au pénal, ça n'a pas été... c'est pas encore jusqu'au bout. Nous, on peut considérer qu'on a suffisamment d'éléments et on fait le licenciement. Par contre, derrière, si la personne est embauchée, c'est dans une autre entreprise. Donc, Oui, bien sûr, mais là, vous réglez le problème dans votre entité. Oui. Vous ne réglez pas le problème. Moi, je parle des auteurs des auteurs de crimes pour les féminicides, par exemple. Il devrait y en avoir plus. Il y en a certaines, des formations pour qu'ils se rendent compte de la violence de leurs crimes et de la violence de leurs actes. Il n'y a pas ça pour les VSS. Donc, je trouve que le MeToo Média, bravo, mais il faudrait aller au-delà et faire en sorte que ça ne recommence pas. On parle beaucoup d'inceste, on sait très bien que des personnes qui ont un comportement ont en majorité été victimes elles-mêmes de ce même comportement. Donc on ne fait que je dirais qu'on déplace le problème d'une structure à une autre. Oui, bien sûr, mais on est d'accord que là, on parlait de ce qui se passe en interne. Donc il y a plusieurs droits. Le droit, effectivement, interne aux entreprises et pas le droit pénal. Donc c'est un peu différent, mais effectivement, quand une personne a commis un crime, le mieux, c'est que la victime ose déposer plainte au pénal. Encore faut-il qu'elle ait envie d'aller traverser ce grand désert assez violent, et sachant qu'il y a très peu de chances pour qu'elle ait une possibilité de gagner son jugement, parce qu'il faut apporter des preuves, et quand on est dans le parole contre parole, c'est très compliqué. Mais nous, à MeToo Média, on encourage les victimes qui le veulent, on les accompagne à porter plainte et on les aide financièrement aussi en payant une partie de leurs avocats. On fait ça pour toutes les personnes qui sont en situation difficile et qui ont vécu des VSS au sein d'une entreprise médiatique. Voilà. Une autre question peut-être ? Bonjour, je suis consoeur journaliste. La question a été un tout petit peu abordée tout à l'heure du bout des lèvres par d'autres questions précédentes. Renaud Dalmar, via votre voix, a exprimé 3 grandes barrières, dont le fait que les victimes elles-mêmes ne parlent pas ou parlent une fois qu'elles ne sont plus dans les structures. Ensuite, qu'il n'y a parfois absolument aucune suite judiciaire, et pour autant, il y a rarement de la fumée sans feu, et il y a dans notre propre profession, et ce sont des secrets de polichinelle, des personnes qui passent de rédaction en rédaction, qui sont parfois limogées du bout des lèvres parce qu'elles font preuve de harcèlement sexuel, qui se retrouvent à la direction d'autres grandes rédactions. Comment on fait, une fois qu'on a fait ce constat, que les faits sont parfois prescrits, que parfois il n'y a pas de suite judiciaire, mais que tout le monde sait. Je reprends cette formule à dessein, puisque c'est ce qui s'était passé avec PPDA, et ça existe encore aujourd'hui, en 2023, dans les rédactions en France. Comment on fait concrètement ? Merci d'avance.
Alors, question bien difficile. Alors déjà, on affirme des choses, c'est bien de les écrire et de les signer. Donc c'est notre cas à France Télévisions, justement, dans notre accord égalité pro, c'est zéro tolérance, c'est totale protection des témoins et des victimes, c'est 0 cas signalé non traité. Voilà, donc c'est déjà quelques éléments de réponse. Et effectivement, après la difficulté, c'est une fois que les gens sont sortis de l'entreprise et qu'ils vont dans d'autres univers, professionnels, c'est une véritable difficulté, oui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au sein de MeToo Média, on a des informations de ce type et qu'on les transmet à qui de droit. Mais après, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas là pour juger les gens ont le droit à un recommencement aussi. Voilà. Après, nous, quand on connaît un certain nombre de prédateurs et qu'ils vont de rédaction en rédaction, on signale, on informe. Ça fait partie de notre rôle. Après, on ne peut pas aller vraiment beaucoup plus loin, mais notre présidente... Ah non, c'est la dame à côté qui veut parler. Oui. Ah mais je vous laisse finir. Rapidement, pour apporter un témoignage, je m'appelle Mejdaine Méry et je suis coprésidente de l'association Femmes Journalistes de Sport dont vous parliez juste avant. On est adhérente à MeToo-Média, évidemment, l'association a adhéré. Je suis avec Amaya Cazenave, une autre membre de l'association et du bureau. On a fait effectivement signer une charte à plus de 60 médias dans le sport pour qu'ils s'engagent globalement à respecter davantage les femmes qui sont déjà dans les rédactions et puis en embaucher davantage. Un petit témoignage par rapport à ça peut-être, parce qu'il y a quand même eu pas mal de médias, quand on les a eus au téléphone pour leur proposer de signer, qui nous ont dit à quel point est-ce qu'ils étaient déjà hyper sensibles au sujet et proactifs. Puis après, quand on leur disait, mais vous avez 5 femmes parmi vos salariés sur une centaine, ils nous disaient, ah oui, mais on est hyper proactifs. Donc ce que je veux dire, c'est que, et tout en parlant de leur mère et de leur sœur, et à quel point est-ce qu'ils étaient très sensibles au sujet, c'est vraiment arrivé à plusieurs reprises, c'est pour ça que je le dis, c'est des médias qui ont signé la charte. Donc aujourd'hui, globalement, ils se sont engagés effectivement face à tout le monde. Nous, on est tout à fait conscientes que ce n'est qu'un début et que la charte, en fait, c'est une façon d'entamer la discussion et puis après d'être vigilante derrière. Mais on sait qu'en interne, dans toutes les rédactions, il va falloir qu'on échange régulièrement avec tous les membres pour savoir si oui ou non, en fait, tout simplement, ils respectent la charte. Parce qu'en vérité, une charte, ça les engage pas à grand-chose, quoi. Donc c'est vraiment le début et absolument pas la fin de quoi que ce soit, une charte. Alors, on a plein de questions sur cette table ronde. Qui se lance? Mais on va peut-être en prendre encore 2 ou 3 seulement, parce qu'on ne peut pas prendre trop de retard. Termine. Aurore Boyard, avocate. Moi, j'ai une question sur le traitement des médias, sur les décisions judiciaires. J'interviens depuis très longtemps sur les victimes de violences et il nous arrive d'obtenir, ça a été le cas récemment, d'une affaire qui a été extrêmement médiatisée. Alors, on médiatise la peine pénale, on médiatise le contexte, tout ça, mais ce qu'on ne médiatise pas, et j'ai été assez surpris de voir qu'on a obtenu des dommages d'intérêt pour une victime pour un impact professionnel. Parce que, comme monsieur le disait, dans l'espèce dont on parle, dont je ne donnerai pas de nom, ça a eu un impact sur la profession de la victime qui s'est vue retarder de 3 ans son ascension professionnelle. On va dire, elle ne sait pas aujourd'hui s'il pourra intégrer la profession qu'elle espérait, compte tenu de ce que les violences se sont passées dans son domaine. Peut-on espérer un jour, dans le cadre de MeToo-Média, que les journalistes se fassent l'écho de ce que dans le monde judiciaire, on arrive à obtenir des dommages d'intérêt sur ce problème justement? Or, aucun des médias qui n'ont couvert l'événement, et je peux vous dire que tous les médias en ont parlé, n'ont fait état de ces dommages d'intérêt qui ont été alloués pour un préjudice professionnel qui a été reconnu parce qu'elle n'a pas pu être recrutée à l'endroit où les violences ont été effectuées. Je pense que ça pourrait être une mission vraiment intéressante pour MeToo-Média. Encore faudrait-il qu'on reçoive l'information, qu'on puisse effectivement véhiculer les jugements qui existent, bien sûr. Alors, ils ont parlé de tous les montants des dommages d'intérêt qu'on a obtenus, parce qu'on était 2 avocats pour notre cliente, alors que pourtant ils étaient présents lors du prononcé de la décision. Le magistrat a mentionné le montant des dommages d'intérêt pour préjudice professionnel. Aucun des journalistes ne l'a repris. Je trouve ça dommage. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Florence Lenaille, je suis adjointe dans une commune en Normandie, adjointe au maire. Je ne donnerai pas le nom de la commune parce que j'ai déposé plainte pour harcèlement moral contre le maire de cette commune. Nous sommes plusieurs élus à avoir déposé plainte. Il
il y a également des employés. Il y a eu une tentative de suicide il y a 2 ans d'un jeune employé qui était fragile. Les femmes, on est fragiles, donc forcément, il s'en prend principalement à nous. Je suis extrêmement émue, vous l'entendez, je suis très touchée par ce que j'entends. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des associations, vous vous fédérez dans tous les métiers et c'est merveilleux. Nous, en politique, ça n'existe pas. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu un arrêt de maladie de 8 jours. À la suite de ma plainte, ça a été confirmé comme un ITT de plus de 10 jours. Personne ne l'a pris en compte puisque je suis élue. On a engagé des frais d'avocat. Nous n'avons pas de responsabilité civile pour nous couvrir puisque c'est dans le cadre de nos fonctions d'élus. Et des choses comme ça, j'en ai plein. Comme monsieur, aujourd'hui, je suis mise à l'écart. Si c'est trop violent, t'as qu'à rester chez toi, t'as qu'à démissionner. Voilà, moi je me suis engagée auprès de la population. J'ai envie de continuer mes actions. Donc on s'est vraiment fédérés entre élus, femmes. Les hommes, MeToo, ça existe pour dénoncer les violences, mais les violences, elles existent parce qu'il y a des hommes qui cautionnent ça. Enfin, des hommes et des femmes, excusez-moi, mais ça existe avant tout parce que c'est cautionné. Et ce maire, on sait la violence qu'il a. Le premier adjoint est le premier à me hurler dessus. Enfin, on a énormément d'hommes élus qui cautionnent et qui nous disent, tant qu'il n'y en a pas une qui aura porté plainte, on ne fera rien, on ne pourra rien faire. Voilà, je voulais juste remercier Muriel de cette invitation. On vous présentera l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. On a une dernière question ici. On est sur la bonne voie. Hein. Bonjour, je m'appelle Isabelle Pinto, je suis avocate et je travaille sur cette thématique depuis plus de 20 ans. Alors j'aimerais vous faire part de trois petites observations pour tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, qui est fort passionnant, mais je voudrais vous demander qui est victime dans la salle. Levez la main. D'accord. Alors, il est vrai qu'on n'aime pas être victime. C'est un terme qui n'est pas même adapté. Moi, j'appelle ça des cibles. Vous avez été des cibles. Vous avez été targetés par des bourreaux, par des gens qui, effectivement, vont récidiver. Et on a beaucoup de mal à accepter cette situation. On se perd dans des questionnements. Le pourquoi. Pourquoi, en 2 mots et pas en un mot. Et il est très important que vous, en tant que média, vous puissiez donner ce bon wording, ces bons mots, pour que Madame Michu, tout le monde peut être touché, tout le monde peut être une cible. On puisse effectivement, en partant de quelques cas célèbres, décliner ça dans toutes les zones de la société, la campagne, la ruralité, la ville, voilà. Et ça, c'est important parce que on a l'impression que ça touche quelques petits cas parisiens, mais ça peut toucher tout le monde. Et c'est important que vous, en tant que média, vous puissiez diffuser ces informations-là. Deuxième chose, je trouve qu'en Angleterre ou dans d'autres pays anglo-saxons, il y a le name and shame, et pas en France. Alors qu'on voit certaines affaires où après, derrière, je pense par exemple à Denis Baupin, ça a quand même ouvert la parole, ça a quand même montré qu'un dossier, ça pouvait tenir. Moi, je n'ai pas de classement sans suite 21. J'ai d'autres classements sans suite. J'ai du 61, j'ai du 55. C'est des choses très techniques, hein, mais je peux vous dire que je n'ai pas de plainte classée sans suite. Pourquoi ? Parce que j'accompagne effectivement les cibles avec des trames que j'ai diffusées, que je diffuse, que j'ai élaborées avec des policiers, avec des gendarmes, avec des psychologues, avec des magistrats, qui font qu'après les plaintes ne peuvent pas être classées sans suite. Et il faut que cela soit diffusé partout, pour que lorsque la personne se présente, maintenant on sait qu'on ne peut pas refuser les plaintes, mais on ne les traite pas, ou on les reporte 18 mois, 24 mois. Et je pense que quand le dossier est bien monté, bien ficelé dès le départ, la victime, la cible, donc, elle est écoutée. Et c'est vraiment votre travail de diffuser cela pour que, pour plus qu'il y ait de petites filles ou de petits garçons qui pleurent dans sa chambre en se disant que de toute façon on ne le croira pas, que sa parole n'est pas crédible. Et parce que dans un premier temps on fait douter la personne en lui disant oui mais tu vas pas être cru. Ensuite on lui dit il faut passer à autre chose. Hein, on va oublier, on va pardonner. Comme on nous a dit la semaine dernière, un très très grand photographe qui disait maintenant il faut passer à autre chose. Hein, allez, le temps passe, la prescription. Donc l'imprescriptibilité des infractions, c'est aussi un point qu'il faudra aborder parce que pour moi c'est un crime contre l'humanité. Merci beaucoup.
On va arrêter avec ce témoignage. On vous remercie. Merci à vous. Et on va passer au témoignage suivant.